bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à About Life. Aujourd'hui, nous revenons avec la deuxième partie de notre discussion qu'on a commencé la semaine passée. Nous sommes en train de parler de la mentalité d'exécutant. Nous avons appris c'est quoi déjà la mentalité d'exécutant et nous avons appris les caractéristiques pour pouvoir se reconnaître en tant qu'exécutant, mais aussi reconnaître les autres qui vivent dans cette mentalité-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler des causes et conséquences de cette mentalité. Wow, c'est un sujet très important. En effet, nous avons besoin de connaître les causes de cette mentalité. Et au travers des causes, nous pourrons trouver les symptômes de cette maladie. Et qui dit symptômes dit facilement remède. Car si on fait un bon diagnostic, on peut facilement trouver un remède face au problème. Mais pour en revenir à ce que tu viens de dire tout à l'heure, lorsque tu parles de causes et de solutions, j'aimerais préciser qu'on n'est plus dans le système de pensée du primaire. Quand il y avait un problème, on disait solution, opération. Tu vois, on ne pensait pas aux causes. Alors là, c'est important de connaître les causes parce qu'on soigne à partir des causes. Voilà. Alors, la première cause que moi je pourrais dire, c'est l'éducation familiale que l'on pourrait qualifier de castratrice. Wow. Beaucoup de personnes ont grandi dans un environnement où tout ce qu'ils faisaient n'était pas assez bien. On leur reprochait toujours de ne pas être à la hauteur, on les comparait toujours, on les félicitait pas, on les encourageait pas. Et quand ils deviennent adultes, ils ont toujours l'impression qu'ils doivent se faire valider parce que dans leur jeune âge, tout ce qu'ils faisaient devrait être revu, devrait être validé. Donc quand ils sont adultes, ils sont toujours en train de chercher l'approbation chez les autres, systématiquement en train de chercher la validation d'autrui. Le terme castratrice, je pense qu'il est très très important parce qu'il détermine bien ce que nous voulons refléter. Quand quelqu'un est castré, c'est-à-dire c'est une personne qui a les compétences d'engendrer, le potentiel de faire quelque chose, de procréer, mais il ne peut pas le faire parce que quelque chose d'important, ou bien de catalyseur a été retiré. Donc c'est toute la productivité en fait qui est annulée. Annulée à cause d'un seul élément. Alors pour rebondir rapidement sur le point que Julia vient d'évoquer tout à l'heure, rester sur le cadre de l'éducation, moi j'aimerais parler de l'éducation négative. C'est quoi l'éducation négative? Alors, l'éducation négative, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment dans nos familles, mais aussi dans nos environnements. Comment ça se manifeste? On est face à des parents qui passent leur temps à dire aux enfants ce qu'ils ne doivent pas faire plutôt que ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'ils peuvent faire. Oh, ok. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent. C'est toujours des ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne touche pas ci, ne touche pas ça, ne va pas là-bas, n'entre pas ici. Il y a très peu de positivité, très peu de possibilités. Et le problème, c'est qu'à force de vivre dans cet environnement-là, l'enfant se crée une sorte de barrière, une sorte de prison mentale dans laquelle il s'emprisonne lui-même. Et du coup, il ne fait que ce qu'on lui permet de faire. Exactement. Il ne vit que dans la restriction, il ne vit que dans la demande d'approbation, il ne vit que dans la demande de permission et jamais dans l'autonomie. Tu vois? C'est vraiment critique parce que à la fin, on se rend compte qu'on présente plus de menaces que d'opportunités à la personne. Pourtant, c'est simple. On peut tout simplement changer la construction de phrases pour pouvoir apporter une différence positive dans la vie de cette personne. Vraiment la construction des phrases. Et vous verrez, on dit toujours ne touche pas ça. On ne dit pas ce qu'on doit toucher. Ce qu'on doit toucher. Ne fais pas ça. On ne dit pas ce qu'on doit faire. Et parfois même quand on nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, on ne nous dit pas pourquoi on doit le faire. On ne nous donne pas les causes. Et le comble encore, c'est si tu travailles mal à l'école, tu seras peut-être voleur. On ne nous dit pas si tu travailles bien à l'école, tu seras médecin. Mais c'est important et intéressant que tu soulèves ce point-là parce que le parallèle entre l'école et le non-école est bizarre et sombre. Parce qu'on te dit, si tu ne vas pas à l'école, tu seras voleur. Si tu ne vas pas à l'école, tu seras truand. Donc, on conditionne l'individu sur le fait qu'il n'y a que l'école. Toutefois, avant deux jolis points que vous avez apportés, il y a aussi un point que j'aimerais énumérer, c'est la mauvaise interprétation religieuse. C'est une cause aussi qui met les gens dans une mentalité d'exécutant. Les personnes utilisent la parole de Dieu, ou bien de leur croyance, afin d'être eux-mêmes castrés ou bien compressés et comprimés dans une mentalité qui va les appauvrir, les amoindrir socialement, spirituellement, etc. Ce genre de personnes, vous verrez, ils vont prendre des mauvais principes comme l'obéissance, la soumission, le respect. Ils ne seront pas extrémistes, mais ils seront, on va dire, ils vont exacerber la chose. Ils vont exacerber la chose à tel point que la bonne chose devient nocive pour eux. Devient aliénante. Devient très aliénante pour eux. Et on se dit qu'on est humble alors qu'on a juste
pas l'audace. On se dit peut-être qu'on est sage alors qu'on n'a juste pas le courage. Ce sont des petites choses, soi-disant, on se cache derrière la parole de Dieu. Or, c'est même pas ce que Dieu nous dit. Moi, j'aimerais soulever un point, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué pendant mon cursus universitaire. On avait souvent ou parfois un collègue qui prétendait être de telle ou telle religion, de telle ou telle... On a tous eu ça. Voilà. Et qui n'était pas propre, n'était pas soigné. Il ne donnait pas envie d'être comme lui. Il ne donnait pas envie d'être comme lui. Il était négligé, toujours mal apprêté. Et lorsque on lui donnait un conseil pour dire, écoute mon frère, mais... Et la réponse était toujours, tu sais, c'est pas important. C'est pas important. Tout va passer. Tout va passer. La parole de Dieu dit. Bon, voilà. Les gens, justement, Emmanuel, se cachent derrière cette religion pour pouvoir masquer leur médiocrité, en fait. Toutefois, je pense que les croyances n'ont pas pour optique de nous amoindrir, non, de nous aliéner. Elles ont pour optique de nous épanouir, de nous multiplier. Parce que moi, je connais même quelqu'un d'autre. Soi-disant à cause des prières, il manquait des devoirs, à l'école ça ne marchait pas. Alors en dehors des différentes causes de la mentalité d'exécutants qui ont été citées, il y a une cause importante aussi qui est les échecs. La mentalité d'exécutant se forme avec les échecs quand une personne a essayé de faire quelque chose mais que ça n'a pas marché. Donc la personne se retrouve confrontée à un échec et du coup elle n'ose plus faire quoi que ce soit d'autre, elle préfère seulement faire ce qui a été préétabli et ne se donne plus la liberté d'aller explorer d'autres possibilités. Cette personne-là qui a la mentalité d'exécutant voit les échecs comme étant des raisons d'abandonner. Mais celui qui n'a pas cette mentalité voit cela comme une expérience d'avancée. Une expérience d'avancée. Donc c'est ça. Celui qui a la mentalité d'exécutant, pour lui l'échec, c'est le premier pas vers la fin. Mais celui qui n'a pas cette mentalité, l'échec, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Parce que s'il y a un mauvais, s'il y a un négatif, c'est qu'il y a un positif. Donc celui qui n'est pas soumis à cette mentalité d'exécutant, il voit l'échec comme étant une opportunité de recommencer. De mieux faire la prochaine fois. Mais tu sais, l'une des choses difficiles avec l'échec dans le cadre de la mentalité d'exécutant, c'est que l'exécutant qui se retrouve dans une situation d'échec aura tendance à tout généraliser. Aura tendance à considérer son échec d'aujourd'hui comme l'image de son futur. Que si j'ai échoué aujourd'hui, très certainement, dans les projets à venir, je vais échouer. Ça va être pareil. Parce que je suis habitué. Et ça, c'est dangereux parce que une fois que j'ai entrepris, j'ai échoué. Comme tu as dit, au lieu que je me dise, bon, si j'ai échoué, ça veut certainement dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part, que je dois travailler à trouver les causes, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et trouver les solutions finalement. Moi, je pense que nous devons développer, nous, jeunes Africains, cette capacité de penser différemment pour éviter cette mentalité qui nous soumet à la pauvreté, on va le dire. Je pense qu'on ne devrait pas se dire « j'ai échoué 1000 fois ». Il faudrait qu'on se dise « j'ai trouvé 1000 façons de ne pas le faire ». Je pense que cette mentalité, ça passe par le langage. Ça passe par le langage. Ça passe par le langage. C'est vraiment très subtil. J'ai fait 1000 fois ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, je vais faire la 1001e fois. Je vais montrer comment il faut faire. Donc, tu peux considérer tes échecs comme un brouillon. Et un brouillon, ce n'est pas ce que tu remets à ton professeur ou ton enseignant. Mais c'est le plus important. C'est le plus Parce important. que le devoir lui-même n'a pas les formules que tu as écrites, n'a pas les grabouillis, n'a pas les ratures. C'est le brouillon qui a tout le travail. Mais c'est bizarre. Lorsque tu regardes ton brouillon et que tu regardes ton propre, tu te rends compte que ton brouillon est beaucoup plus fourni. Il est fourni, il est rempli. Il y a même des éléments qu'on laisse toujours. On a vu tout à l'heure les causes et nous avons pu comprendre les origines de cette mentalité d'exécutant. Et je pense qu'on ne peut pas voir les causes sans parler des conséquences. Non, c'est pas possible. Et pourquoi est-ce qu'on se martèle tant à combattre ou bien à démonter cette mentalité d'exécutant? C'est parce qu'il y a des conséquences qui sont très très tangibles, néfastes, dévastatrices. Elles détruisent votre personne et votre société. Et parmi ces conséquences, il y a le manque de confiance en soi. Vous savez que la première forme de richesse, c'est la personne. C'est la personne. Il y a des pays aujourd'hui comme le Japon qui n'ont pas de richesses minières ou bien des richesses, mais leur richesse, c'est la personne. Ils ont investi en l'humain. Capital humain, c'est-à-dire l'intelligence, la manière de penser, etc. Et cette mentalité d'exécutant détruit la personne. Pourquoi? Comme Julien l'a dit, ça vous castre, ça vous amoindrit et ça vous empêche d'être productif. Elle vous met dans une situation où vous ne pensez plus être suffisant, être compétent et être à la hauteur des challenges que vous rencontrez tous les jours. Mais moi je pense, et nous pensons tous ici, que si
vous êtes face à une situation, c'est parce que vous êtes la seule personne qui peut surmonter la situation. Le manque de confiance en soi est dangereux parce que c'est quelque chose qui est contagieux. Oui. C'est quelque chose qui est contagieux. Lorsque vous manquez de confiance en vous, cela impacte les gens qui sont autour de vous parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent passer plus de temps à vous booster, à vous motiver, à vous tirer. Devenez énergivore, comme on dit. Vous faites de l'énergie. Et ça, c'est mauvais pour votre. Emmanuel, on peut aussi parler du manque de relativisme. Une personne, quand elle vit dans cette mentalité d'exécutant, elle ne peut pas faire le lien ou bien elle ne peut pas faire la différence entre les différents domaines de la vie. Tout se confond. Elle ne peut pas prendre la connaissance qu'elle a eue ou bien la compétence qu'elle a eue dans un domaine précis et pouvoir la transposer dans un autre domaine. Si on revient par exemple dans le cadre religieux, comme on est en train de dire, quand tu interprètes mal l'éducation religieuse que tu as reçue, eh bien, tu vas te mettre à transposer l'éducation religieuse dans tous les autres domaines de ta vie. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir le faire. Or, une personne qui est dans cette mentalité d'exécutant ne peut pas faire la différence. Elles sont tellement nombreuses, ces personnes qui sont ancrées dans leur position, qui pensent que les choses ne peuvent pas être faites ou dites en dehors de leur façon de le dire ou de leur contexte. De leur contexte. Je pense que tout est relatif. Voilà pourquoi il faut relativiser nos barres. Et on ne peut pas imposer une connaissance qu'on a reçue dans un point A à un point B. Celui qui a cette mentalité d'exécutant-là, il ne sait pas comment utiliser les compétences acquises ou bien reçues. Une connaissance devient comme une chose de mauvaise augure pour sa propre personne. En fait, il s'auto-détruit avec des compétences et des connaissances reçues. C'est-à-dire, il va faire l'amalgame des choses, il ne saura pas comment utiliser ça dans ce domaine-là, parce qu'il a déjà cette mentalité-là. Il s'est déjà formaté en parlant d'amalgame tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez connu ça aussi. Donc, il y a des profs qui vont venir en salle, il a un cours de 3 heures. Sur les 3 heures, il va passer 30 minutes à vous éduquer véritablement sur la matière, sur le contenu du cours. Mais il va passer 2h30 soit à raconter sa vie, soit à essayer de vous convertir à sa religion. À essayer de refaire votre éducation. Je pense que c'est vraiment terrible parce qu'ils ne le font pas, parce qu'ils veulent nous faire du mal. Et à la fin, même nous les étudiants, nous aimons ça. Et c'est vraiment quelque chose de très dangereux parce que il est en train de vous former à être nul dans la société en fait. Ça fait mal, c'est dur à dire, c'est pas volontaire, mais c'est ce qui se passe quand ils font ça. Tu as aussi évoqué l'extrapolation quand on parlait tout à l'heure. Alors l'extrapolation, c'est le fait de toujours généraliser un fait ou une situation qu'on a eu à vivre dans des autres domaines de la vie. C'est comme avec les échecs. On va prendre l'échec qu'on a eu dans un domaine et l'emmener dans tous les autres domaines de la vie. Je pense que l'extrapolation tire ses origines, si on peut repartir, du fait que notre environnement nous oblige. Vous remarquerez que l'extrapolation, c'est quoi? Simplement le fait d'exagérer un fait ou une situation. Extrapoler, c'est ça. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? On reçoit des informations et on les généralise. Donc ça devient un principe pour nous. Mais ce qui fait mal, c'est que nous le faisons seulement avec des choses négatives. Regardez, pourquoi est-ce qu'on n'extrapole pas les choses positives? Pourquoi est-ce qu'on extrapole seulement ce qui est négatif? Et je peux dire extrapolation négative. On est toujours dans le négatif. Et c'est une mentalité d'exécutant. Parce que cette extrapolation fait en sorte que tu puisses être figé et tu ne puisses pas être constructif dans la vie. Tu seras seulement, oh non, en Chine, quelqu'un est mort de coronavirus. Mais tu ne vas pas te dire que non, en Italie, quelqu'un est guéri de coronavirus. Et ça va te figer, tu seras simplement sous cette mentalité d'exécutant. Mais on en a parlé, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, on en a parlé lorsqu'on disait qu'il y a certaines personnes qui ont plus la peur de l'échec que la rage de réussir. C'est la même chose. Extrapoler, passer plus d'énergie, plus de temps dans la négativité, dans ce qui est pessimiste. Dans le pessimisme. Alors Emmanuel, est-ce qu'on peut considérer le manque d'autonomie comme une des conséquences de cette mentalité d'exécutant? Je peux le dire avec conviction aujourd'hui que le manque d'autonomie est réellement l'une des conséquences flagrantes de la mentalité d'exécutant. Le manque d'autonomie se manifeste chez l'exécutant par cette incapacité à faire des choses par soi-même. À s'assumer. D'ailleurs, le manque d'autonomie est très proche du manque de confiance en soi. Donc, en dehors de ce manque d'autonomie, il y a aussi l'indécision. L'indécision plonge
l'exécutant dans une situation où il est incapable de prendre position. Cela ne se manifeste pas seulement dans un cadre familial, mais c'est pareil dans le cadre professionnel. Est-ce que tu peux imaginer un peu de vivre dans une maison avec un père qui est indécis? Wow. Tu es dans une maison, tu es enfant, ou toi, tu es en famille, et tu as en face de toi un homme, un mari ou un père qui est indécis, qui est incapable de prendre une décision, qui est incapable de dire je suis d'accord avec ça ou je ne suis pas d'accord avec ça. C'est deux points que tu as soulevés, c'est-à-dire le manque d'autonomie et l'indécision. Le fait de manquer de décision, d'avoir la capacité de prendre des décisions. Je pense que ça rend simplement irresponsable. Et quand on parle d'irresponsable, c'est quelqu'un ou un individu qui n'est pas en mesure de répondre de ses actes. Ce n'est pas à chaque fois qu'il faut d'abord avoir l'aboutissant avant de prendre position. Souvent, l'analyse que l'on a fait au préalable doit nous permettre de dire je prends ce cap, je vote pour cette personne, je suis cette personne, je fais cette décision et on l'assume. Je me souviens, une fois, j'étais au primaire, j'étais assez bon en maths par la grâce de Dieu, j'étais quand même bon en maths. Et à chaque fois que je faisais un exercice de mathématiques, si mon père ne validait pas, je ne dormais pas, j'attendais qu'il rentre du travail. Je sais que c'est juste, mais il a besoin de me dire que oui, c'est juste. S'il n'a pas encore dit oui, c'est juste, dans mon cœur, l'exercice n'est pas correct. Et vous savez, cette mentalité-là peut vous amener dans une situation où vous n'allez pas avancer. Parce que moi, ça allait. Surtout professionnellement, c'est compliqué. Tu ne peux pas donner un document, tu ne peux pas signer un chèque fermement. Même avant de signer, tu vas d'abord regarder. Et ça te rend lent, comme ça te rend irresponsable. Ça te fait traîner, ça te rend nonchalant, ça te rend incompétent. Imagine-toi avec un chef indécis, incapable de te dire exactement ce qu'il attend de toi. Non. Aujourd'hui, il dit X chose, demain il dit Y. Et un mari encore indécis. Alors, je pense que nous sommes quasiment à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors moi, j'aimerais juste refaire un petit résumé pour ceux qui viennent de voir la vidéo pour la première fois. On a aujourd'hui parlé des causes et des conséquences de la mentalité d'exécutant. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Surtout, parler des sujets que nous abordons autour de vous. C'est important. Et restez avec nous. Il reste encore 2 épisodes. Donc, continuez à nous suivre. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bye.